Bienvenue au webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Si c'est votre première fois de me découvrir, je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum qui est une initiative du Centre international pour les journalistes basé à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe, dans le but d'aider de toutes les manières possibles les journalistes du monde entier et leur offrir les ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir cette crise sanitaire et pour mieux travailler. Alors, si vous êtes journaliste, vous pouvez rejoindre notre forum, notre groupe privé sur Facebook. Le forum organise chaque semaine des webinaires, des ateliers en ligne et des formations gratuites sur la pratique du métier du journalisme. Aujourd'hui, c'est notre 37e webinaire depuis environ 10 mois. Le webinaire d'aujourd'hui est sponsorisé par le Dow Jones Global Forum et a pour thème la liberté de la presse en temps de pandémie. La liberté de la presse est un droit fondamental. C'est un droit des citoyens, c'est un droit humain, c'est un droit qui est nécessaire à l'exercice de la démocratie. C'est un bien précieux et cette liberté et ce droit-là ne doit pas être piétiné. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 a démontré le contraire en fragilisant et en exacerbant la liberté de la presse dans le monde entier. Et comme le rappelle le Comité pour la protection des journalistes, le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde en raison de leur travail a atteint un nouveau record en 2020. Les journalistes ont été victimes d'une grande hostilité, de menaces, d'intimidation et aussi de censure, alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leur travail, leur métier, celui d'informer le public. Cela n'a pas empêché les gouvernements de réprimer la couverture du Covid-19. Et il est clair que la pandémie a été une menace pour la liberté de la presse. Et la question que l'on est en droit de se poser, c'est comment permettre aux journalistes de pouvoir travailler en toute indépendance et sans crainte. Est-ce que le métier de journaliste est aujourd'hui dangereux? Comment sauver la liberté de la presse et comment veiller à ce que la crise sanitaire ne tue pas les médias? Voilà ce paysage dont nous allons parler avec des défenseurs de la liberté de la presse. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir M. Robert Mahoney. Il est le directeur adjoint du comité pour la protection des journalistes qui est basé à New York. Et il écrit et s'exprime sur les enjeux liés à la liberté de la presse. Il a dirigé des missions du CPJ, que ce soit de l'Irak au Sri Lanka. Et il a travaillé comme reporter, chef du bureau et rédacteur pour Reuters dans le monde entier. Je suis très fier de vous recevoir aujourd'hui, M. Robert Mahoney, et très heureux que vous ayez accepté notre invitation, que vous ayez accepté de prendre de votre temps pour venir parler de la liberté de la presse avec les journalistes du monde entier. C'est un gros plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Notre second prestigieux invité est M. Ignace Sossou, qui n'est plus à présenter. C'est un journaliste d'investigation. Il est membre de plusieurs réseaux. Il est membre du réseau d'enquêteurs West Africa League. Il est aussi membre de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Et il est aussi membre du réseau 3I, qui regroupe des journalistes d'investigation d'Europe, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Merci, chers confrères, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons un troisième invité, M. Wounded Touver. Il est un défenseur des droits de la liberté de la presse depuis 2003. Il travaille également comme enseignant et chercheur en communication dans plusieurs universités en République démocratique du Congo. Il est le point focal de l'ONG Journalistes en danger dans le Nord Kivu et rédacteur en chef de la radio-télévision nationale congolaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et le dernier invité, le quatrième, c'est M. Joël Nianzou. Il est le président de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Monsieur Robert, je commence par vous, par un article que vous avez publié le 21 janvier 2010 dans le journal britannique The Guardian. Dans le titre de cet article, vous écriviez « Les journalistes en danger ». 11 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les journalistes sont toujours en danger? Oui, merci pour l'invitation d'abord et bonjour à tous les confrères, les consoeurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et je vous demande d'avance de m'excuser si je fais des fautes de français parce que ce n'est pas ma langue maternelle, mais je ferai un effort.
Oui, dans les 10 ans depuis, je crois que la situation s'est empirée. On a vu des exactions contre les journalistes, des entraves à la liberté de la presse partout. Et il y a ce phénomène, ce que j'appellerais une dérive autoritaire parmi les gouvernements à travers le monde et ce qu'on appelle la criminalisation du journalisme. Alors, les journalistes sont en danger du point de vue physique quand ils sont sur le terrain et ils essayent d'effectuer des reportages. Et de plus en plus, dans ce monde numérique, ils sont en danger d'être attaqués, si je peux dire, en ligne. La surveillance des journalistes est maintenant un phénomène très, très répandu. Et ça pose des problèmes pour ce qui a du reportage parce qu'on ne peut pas garder l'anonymat d'une source si les autorités sont à même de prendre tous vos appareils et vos dispositifs et de fouiller dedans. Et ils peuvent vous traquer, ils peuvent vous suivre n'importe où. Ce sont des développements inquiétants qui se sont produits depuis 10 ans. Et je finirai par dire que on voit aussi sur le plan législatif, si je puis dire, dans des pays, tout un tas de lois qui sont soi-disant des lois anti-terreur, des lois qui sont là pour sauvegarder la sécurité nationale, mais ils ont l'effet de criminaliser le journalisme et surtout le journalisme d'investigation. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de gens maintenant, des journalistes qui sont derrière le barreau à cause de ces lois-là. Et vous venez de citer le chiffre, on en est arrivé à 274 journalistes emprisonnés l'année dernière. C'est un record. Alors, je suis désolé, mais la situation pour les journalistes dans le monde a vraiment détérioré depuis 2010. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, exercer le métier de journalisme est dangereux? Dangereux? Oui, c'est dangereux. Que ce soit dans les zones de guerre, comme on a vu en Irak, par exemple, ou en Syrie, il y a là des milices et des gouvernements, des armées, mais là-bas, en Mexique, par exemple, ce sont les cartels de drogue, les criminels qui visent des journalistes. Alors, un peu partout, quand les journalistes essayent de faire le travail de chien de garde de la démocratie et de demander au gouvernement et aux fonctionnaires de rendre compte de ce qu'ils font, c'est à ce moment-là que les journalistes sont en grand danger, que ce soit en Russie, que ce soit en Irak, au Mexique et même en Afrique. Hein. On le voit partout sur le continent, la Tanzanie, le Ouganda. C'est très dangereux. Alors, je ne suis pas pessimiste, je n'ai pas de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Je suis désolé. Cette semaine, vous avez lancé une campagne appelant les gouvernements à arrêter l'utilisation de logiciels espions et arrêter la surveillance des journalistes. Dites-nous, comment en est-on arrivé là? Maintenant, il y a des sociétés, des entreprises occidentales et surtout en Israël qui vendent au gouvernement des technologies d'espionnage qui sont capables de nous suivre partout dans nos vies. Ils ont la capacité de lire dans nos téléphones, nos smartphones, nos contacts. Il y a la surveillance GPS. On peut voir où on a été. C'est un peu comme
ce qu'on appelle l'état de surveillance qu'on voit en Chine, cela maintenant, ça c'est disponible pour les gouvernements partout. Et en Afrique, par exemple, on a le phénomène de gouvernement qui achète ces technologies-là du gouvernement chinois pour surveiller les populations et surtout les journalistes. Ça a des implications très, très néfastes et négatives pour le journalisme parce qu'un gouvernement autoritaire est capable maintenant de savoir avec qui vous avez parlé, où vous y étiez, à quelle heure, et même d'enregistrer la conversation, si vous voulez. Alors là, pour exercer le métier de journaliste, c'est très difficile parce que les gens ne peuvent plus ou ne veulent plus vous parler, vous passer des informations parce qu'ils se mettent en danger. Vous ne pouvez pas leur garantir l'anonymat comme on pouvait dans le temps. On avait des sources anonymes. Il n'y a plus de sources anonymes quand on a cet état de surveillance. Monsieur Ignace, pourquoi les agressions et les menaces contre les journalistes ne diminuent pas malgré les dénonciations des organisations et des acteurs de la société civile? Alors, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous au cours de ce webinaire sur les questions de liberté. Alors, pour répondre à votre question, je pense que les menaces contre les journalistes ne diminuent pas parce que les gouvernants n'ont pas changé de stratégie. Les gouvernants n'ont pas changé, comment on appelle, cette avidité des gouvernants de contrôler tout ce qui est information qui circule n'a pas changé. Et vous savez, dans tous les pays, les gouvernants ont tendance à avoir une même mise sur l'information qui est mise à disposition du public. Et donc, ils font tout pour contrôler l'information. Et quand ça les échappe, voilà, ils deviennent virulents. Et c'est ça qui entraîne des menaces sur les journalistes que nous observons un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, aussi longtemps que cette avidité des gouvernants de contrôler l'information qui est mise dans l'espace public va exister, je pense que les menaces contre les journalistes ne pourra pas diminuer. Monsieur Touvert Roundi, vous êtes le correspondant principal de l'ONG Journalistes en danger en République démocratique du Congo. Et en 16 ans, selon un des comptes de votre organisation, une dizaine de journalistes ont été tués en République démocratique du Congo. Est-ce que des enquêtes sont souvent menées pour arrêter les auteurs de ces exactions? Votre micro n'est pas activé. OK. Merci donc d'abord de l'invitation que le forum nous accorde. En 16 ans, certainement, nous sommes en train de travailler dans un pays où les criminels ne sont pas beaucoup traqués et cela montre que la sécurité des journalistes pose encore problème. Nous connaissons peut-être certains criminels qui sont identifiés derrière un crime, mais la justice ne suit pas réellement cette remise de la vérité envers les victimes qui attendent toujours de connaître pourquoi leurs sont partis. Il y a cette impunité qui semble continuer à faire sa loi dans la plupart des pays au niveau de l'Afrique, mais ici en RDC, il y a eu des simulacres de procès pour les cas de certains qui sont morts, par exemple au niveau du Sud Kivu. Je parle de cas de Serge Maïchi, de Lisa Namujimbo, de Kokobrino Oumba qui ont été tués comme ça. Donc, parfois, on arrête les présumés criminels, on fait des présumés jugements, mais la réalité, la vérité, c'est que ceux qui occasionnent la mort de ces journalistes ne sont toujours pas les vraies victimes qui sont en train d'être traquées par la justice. Donc, il y a encore vraiment un travail à faire et nous crions chaque jour qu'il faut arrêter l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'un journaliste même être giflé par un militant des partis politiques. On connaît ces militants-là, mais parce qu'il est protégé par une
un parapluie parce qu'ils sont au pouvoir, ça pousse à ce que même cette agression-là ne subit pas une punition. Donc, nous n'allons pas baisser les bras pour travailler sur ce genre de négociations. Et c'est notre détermination à pouvoir apporter que la justice soit rendue aux journalistes qui sont souvent victimes de violences et d'agressions, pourquoi pas des morts cruelles. Monsieur Joël Nianzou, en Côte d'Ivoire, vous êtes le président de la plateforme de la presse numérique. Dites-nous, est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire une législation qui protège les journalistes de la presse en ligne? Bonjour, je suis vraiment honoré de participer à cet événement avec ces huit personnalités qui sont panélistes. Merci pour l'initiative en tout cas et de pouvoir nous accorder cette lucane au niveau de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas une loi spécifique dédiée à la presse numérique, mais il y a une loi dédiée à la presse de façon générale. Et cette loi indique clairement que le journaliste n'a pas le droit d'être emprisonné. Malheureusement, on a constaté au fil des années, en tout cas depuis la loi de 2017, puisque vous savez, il y avait la loi de 2004 qui a été reprise, sûrement améliorée en 2017, en décembre 2017, qui prend en compte justement la presse numérique. Eh bien, cette loi nous invite justement, invite les autorités en tout cas à ne pas emprisonner un journaliste. Malheureusement, le cas aujourd'hui est flagrant. Il y a eu des journalistes qui ont été malheureusement dans le cadre de leur exercice emprisonnés. C'est que nous avons dénoncé. Il y a eu des personnes, des journalistes qui ont été bastonnés pendant leur reportage. On a eu le cas ici de Daouda Coulibaly, par exemple. Mais on espère justement que cette loi vraiment prend tout son sens justement dans cette nouvelle loi. Enfin, cette loi prend tout son sens justement dans l'exercice de notre fonction. Monsieur Robert, pensez-vous qu'il y a des lignes rouges que les journalistes ne devraient pas franchir lors de la couverture de cette pandémie? Vous savez, la déontologie de la profession, c'est pas mon genre, c'est-à-dire que, bon, je suis là pour la liberté de la presse et les circonstances changent de pays en pays, mais normalement, les journalistes doivent respecter les lois en place dans les pays. Et je conseille aux journalistes, quand ils sont en reportage, d'obéir aux ordres légitimes de la police ou des forces de l'ordre et de respecter les normes, parce que là, c'est la meilleure façon peut-être de vous protéger. Mais non, la déontologie du journalisme n'a pas changé à cause de la pandémie. Le problème pour beaucoup de journalistes, surtout pendant les confinements, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir, faire le travail. Comme la population générale, ils sont à la maison, sans la possibilité de circuler, de faire des interviews et de faire des reportages. Ça a été un très grand problème pour beaucoup de journalistes. Et aussi, ça change de pays en pays. Hein. Le confinement en Europe, par exemple, est beaucoup plus strict que dans d'autres pays. Mais le problème pour nous, en tant que défenseurs de la liberté de la presse, c'est qu'on a vu ce phénomène où certains gouvernements et certains régimes autoritaires ont profité de la pandémie pour introduire des états d'urgence qui devraient être temporaires, mais risquent d'être permanents. Et des pays comme la Hongrie ou le Cambodge, la Thaïlande, il y a des états d'urgence qui ont été décrétés et qui restent en vigueur et qui vraiment pénalisent et criminalisent les journalistes. C'est ça le problème de la pandémie pour nous. Hein. C'est profiter du couvert d'une pandémie pour renforcer le pouvoir de l'État. Cher Ignace, quand on parle de la liberté de la presse, est-ce que cela voudra dire que la presse peut faire tout ce qu'elle souhaite? Non, pas du tout. Pas du tout. La liberté de presse,
c'est la liberté pour le journaliste de mettre l'information à disposition du public, une information qui est vraie, vérifiable et à la disposition du public. Cela ne veut pas dire que le journaliste est libre de faire tout ce qu'il veut ou le journaliste est libre de publier n'importe quoi. Non, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Mais le problème qui se pose, c'est que parfois, le journaliste n'a pas cette liberté-là de mettre l'information qui est vraie, vérifiable à la disposition du public. Parce que si cette information est à la disposition du public, ça ne fait pas peut-être la bonne affaire des gouvernants. Et donc, du coup, on veut toujours étouffer ces informations-là. Il y a plein d'informations qui sont vraies, vérifiables, mais que les gouvernants ne souhaiteront pas que ça tombe dans l'espace public. Je donne un exemple très simple. Si par exemple, vous savez, depuis que la pandémie est arrivée, il y a des millions de francs CFA qui ont été décaissés, soit pour soutenir les États, soit pour soutenir l'économie, ou soit pour renforcer le système sanitaire dans certains pays. Mais qu'est-ce qui est fait véritablement de ces fonds? Voyez un peu. Alors, si par exemple un journaliste cherche et puis découvre peut-être que sur un budget de 100 millions de dollars et que c'est seulement 1% qui est utilisé à des fins publiques et que le reste est passé dans des poches qu'on ne maîtrise pas. Voyez, cette information, par exemple, le journaliste qui le découvre a le devoir de le mettre dans l'espace public parce que les citoyens ont besoin de savoir ce qui est fait en leur nom. Et voilà. Et quand un journaliste va vouloir le faire, voilà, il peut avoir tous les soucis du monde parce que les gouvernants qui ont peut-être détourné ces sous ou peut-être l'ont orienté à d'autres fins ne vont pas vouloir que cette information tombe dans le public parce que ça les discrédite. Voilà, ça met à nu leur gestion de calamité. Et donc, du coup, ça pose problème. Et donc, évidemment, pour me résumer, c'est que la liberté d'expression, cela ne veut pas dire que c'est la liberté d'expression, comme aime le dit un de mes professeurs, la liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage. Mais ça doit quand même donner la possibilité aux journalistes de pouvoir donner l'information, la bonne information, et de ne pas, comme on appelle, craindre des représailles après. Merci beaucoup. Finalement, Monsieur Touver-Wundi, dites-nous, quand les gouvernements essaient de taire la vérité, de redire au silence les journalistes, de faire en sorte que l'information vraie et vérifiable ne puisse pas être portée à la connaissance du public, est-ce que ces gouvernants-là, en violant la liberté de la presse, n'oublient pas que la liberté, cette liberté est une valeur constitutionnelle? En fait, nous sommes dans un circuit des inconsciences à la gestion de la chose publique. Parce que quand vous cachez, même quand nous lisons la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous avez la connaissance et vous cachez cette connaissance, vous ne la mettez pas à la disposition de ceux qui vulgarisent à temps et à contre-temps l'information, ça veut dire que vous voulez garder le peuple dans une ignorance totale pour continuer à la piétiner dessus. Alors, lorsque ces personnes-là veulent qu'il y ait changement de mentalité et qu'elles musellent la presse, eh bien, ça veut dire qu'elles veulent elles-mêmes rester dominées dans un champ où il y a une ignorance qu'on doit implémenter comme mode de gestion. Et ça, nous pensons que les différents dirigeants qui essaient de museler la presse ont des choses qu'elles ne veulent pas qu'elles soient connues pour être suivies par les élus ou par les mécanismes qui sont constitutionnellement reconnus. Parce que quand vous lisez toutes les constitutions au niveau africain, la liberté de la presse, l'accès à l'information sont des principes qui sont contenus dans certains articles de ces constitutions-là. Mais cependant, quand nous allons dans d'autres mécanismes qui doivent soutenir juridiquement ces constitutions, notamment les lois d'accès à l'information, c'est là où ils essayent de cacher et on met tout sous le secret défense, on met tout sur l'image des autorités à défendre et ça pousse à ce que finalement le peuple ne sait pas bien se contenir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de Covid. Qui croyait que la population pourrait mettre une sorte de barrière à l'utilisation des masques si et seulement si elle était bien informée de l'importance de ces masques-là? C'est parce que l'information réelle n'est pas passée au départ qu'il y a eu une résistance. Et puis maintenant, on se dit, est-ce que je peux boire ma bière en prenant un masque? Et pourtant,
ces distanciations sociales, si elles devraient être, disons, produites bien avant, à travers différents supports médiatiques, on pourrait éviter que la pandémie arrive à tuer autant de personnes. Ça veut dire, pour nous, nous pensons qu'il est temps d'éviter ou d'arrêter le musellement de la presse, de donner l'opportunité à la presse d'accéder à la bonne information. Prenez le cas aujourd'hui avec la fameuse information qui circule sur AstraZeneca, le fameux vaccin. Le vaccin a été, disons, donné à plus d'1 million de personnes. Mais s'il y a eu des 20, 30 ou 10 personnes qui ont réagi négativement, et là, parce que la presse n'a pas eu l'opportunité d'accéder à la bonne information dès le départ, elle prend la partie négative et tout le monde panique. Donc, on doit arriver à permettre à ce que les journalistes accèdent réellement aux bonnes informations, aux bons experts. Pendant la période de Covid, c'est clair, nous ne sommes pas connaisseurs, nous devons nous spécialiser en matière des pandémies afin de bien informer. Et la personne qui détient l'information, c'est malheureusement l'autorité. Merci beaucoup. Nous savons, et c'est une vérité, que la bonne information en cette période de Covid-19 peut sauver des vies. Et il est important que les populations aient accès à la bonne information. Monsieur Robert, comment sauver la liberté de la presse en cette période de crise? C'est une très grande question. En tant que la période de crise, la première chose qu'il faut faire, c'est de garder l'accès à l'information. Comme disait tout à l'heure le collègue, l'accès à l'information est fondamental au fonctionnement d'une presse indépendante. Et rappelons-nous que cette information-là, c'est un bien public. Cette information appartient à nous, hein, les citoyens. Et comme disait mon confrère tout à l'heure, ceux qui sont au pouvoir ont intérêt à garder cette information pour eux-mêmes et de nous donner quand ça leur convient et pas nous. Alors, le grand problème de cette pandémie, c'est le rôle des plateformes, des sociétés comme Facebook et Twitter qui ont été utilisées pour diffuser la mésinformation, les mensonges. Il y a tout un tas de fausses nouvelles qui sont là, qui circulent. Et c'est pas le rôle des journalistes de combattre cette information-là, mais quand même, on essaie de le faire parce que les gouvernements ne le font pas. Ce qui fait que même dans les démocraties comme les États-Unis, on a un public qui est divisé 50%, ceux qui portent les masques et qui observent la distanciation sociale, et les autres qui ont politisé le port des masques. Alors, ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas accès aux bonnes informations. Et je crois que nous devons, comme un public, faire pression sur les gouvernements de nous accorder, si vous voulez, cet accès à l'information. Prenons les exemples du nombre d'infections, le nombre de morts. Dans beaucoup de pays, je crois que ces chiffres-là sont sous-estimés. Moi, j'ai fait des recherches en Égypte et en Iran, par exemple, et je dirais qu'on ne connaît que peut-être 1/10 des gens qui sont morts ou qui ont été infectés par cette COVID. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont supprimé toute cette information. Ils ont terrorisé les médecins, les hôpitaux, les infirmières qui ont peur de publier les bons chiffres. Et c'est là une bataille. C'est un peu partout en Afrique. Moi, quand je vois les chiffres officiels des nombres d'infections et des morts, je suis très sceptique parce que je n'y crois pas. Parce que pour le gouvernement, si on avait le vrai chiffre,
ça serait un très grand inconvénient pour le gouvernement parce qu'ils ne veulent pas que le public sache que ce sont des gens, que ce sont des gouvernements qui ne sont pas à la hauteur de la tâche et qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas servi le public. Alors, je crois que pour contrecarrer ce déluge de désinformation, il faut que nous, on se bat pour l'accès à l'information tout d'abord. Monsieur, nous retournons en Côte d'Ivoire avec Monsieur Joël. Joël, dites-nous comment arriver à mettre fin à la culture de l'impunité contre ceux-là qui commettent des crimes contre les journalistes. Écoutez, je voulais d'abord rebondir sur les interventions de mes précédents intervenants. La question de l'accès à l'information reste quelque chose de fondamental. Ici en Côte d'Ivoire, on a une institution qui s'appelle la KDP, qui est normalement chargée justement de pouvoir faciliter l'accès à ces informations. Mais on a un gros souci à ce niveau-là, justement. Ce n'est pas toujours évident. Le journal ne pourra pas être productif s'il n'a pas accès à la bonne information. C'est très difficile. Je prends le cas, par exemple, de la pandémie à coronavirus. Vous savez qu'au départ, lorsqu'il y a eu l'avènement de cette pandémie, ça allait dans tous les sens. Tout type d'informations, une mauvaise gestion de la communication par certains gouvernants, ce n'était pas évident. Et le journaliste, au cœur de tout ça, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est-à-dire avoir la bonne information, mais ces informations n'étaient pas totalement accessibles. Et aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, il y avait des choses qu'on pouvait dire ou bien faire qui allaient éviter la propagande de cette information via le journaliste, justement, et qui allait sensibiliser à sa manière de cette question. Et puis aussi, il y a la question aussi de la formation. Derrière, il y a une intervention qui disait qu'il fallait être formé aussi sur la question. Parce que le journaliste, c'est vrai, il donne l'information, il fait son investigation, il traite l'information, il la donne, mais il faut qu'il soit formé à la thématique qui pourra lui permettre de pouvoir être beaucoup plus productif justement sur la question. Maintenant, la question de l'impunité, c'est une question qui est criante à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et le cas de mon pays est flagrant. Mais nous sommes dans une démarche de tolérance. Et la tolérance n'exclut pas justement de la question d'impunité. Et ça, c'est vraiment difficile. Les journalistes qui sont aujourd'hui brimés, ou bien secoués dans les fonctions, ils ont quoi, ils ont qui, justement, pour pouvoir les aider justement à pouvoir se faire justice, eux-mêmes. Mais ils ont que la loi justement pour pouvoir les aider. Mais ils ont aussi les organisations qui sont autour, qui essaient de les défendre, qui essaient de crier haut et fort l'amertume. Mais ça ne peut pas aller au-delà. Si le gouvernement ne met pas, ne s'inscrit pas entièrement. Voilà, le journaliste est souvent laissé pour compte parce que, eh bien, il laisse un métier où il doit être entièrement libre de pouvoir s'exprimer. Vous savez, c'est vraiment une véritable thématique parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, les pays africains, en tout cas pour la majorité, ce n'est pas évident, cette question d'impunité. Il y a des jeunes qui ont été victimes de certaines atrocités, mais les bourreaux n'ont jamais été inquiétés. Lorsque ces bourreaux sont des corps habillés, ce n'est pas évident. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher justement en tant qu'une véritable thématique pour pouvoir sensibiliser justement sur la question. Nous allons en revenir. Et je rappelle à tous les participants, aux journalistes francophones du monde entier qui nous suivent, que ce webinaire est interactif. Cela voudra dire que vous avez la possibilité de poser vos questions, vos préoccupations à nos panélistes. Nous venons de recevoir une question d'un participant qui est basé en RDC et cette question s'adresse à M. Touver-Woundi. Je lis rapidement la question qui dit « Monsieur Touver, comment exercer dans un pays où la loi sur la liberté de la presse est liberticide comme en RDC ?» Parce que parfois, vous pouvez être frappé pour la diffamation, même si c'est établi que votre article est basé sur des faits vérifiables et vérifiés. C'est là la grande guerre que nous continuons à mener en tant qu'organisation d'appui ou de promotion de la liberté de la presse. Nous connaissons que la loi 96 qui sous-tend la liberté de la presse en RDC est liberticide. Elle punit des infractions de presse en délit de presse. Donc, nous sommes en train de nous battre pour arriver à la dépénalisation des délits de presse. C'est ce qui fait aujourd'hui
le monde civilisé. Nous estimons que, oui, il y a beaucoup de cas que nous sommes en train de monitorer depuis le début même de cette année. Certains journalistes, au moment où nous parlons, nous les portons à cœur. Il y a 6 de nos collègues qui sont arrêtés dans un cachot dans une des provinces de la République démocratique du Congo, certainement pour dire ils ont diffamé, ils ont dit des fausses vraies informations. Alors, nous continuons toujours à nous battre pour avoir cette liberté, mais nous estimons, avec la dynamique qui existe, nous allons, au cours de la session parlementaire qui a commencé il y a quelques 3-4 jours, faire introduire la nouvelle loi avec l'option de dépénaliser les délits de presse. Dans une Afrique où les délits de presse sont pénalisés, nous n'aurons jamais, alors jamais, une population responsable qui peut agir selon les désirs d'elle-même. Nous serons toujours ces populations qui subiront la volonté de nos dirigeants. Prenez le cas j'ai dit personnellement, le président Magoufouli, qui a donné l'opportunité à tout le monde de se comporter en responsable, tout en tenant compte qu'il y a des impondérables de la santé et de l'environnement qui sont là. Mais si c'est dans nos pays, c'est compliqué de le faire. Nous sommes conscients qu'il y a encore des journalistes qui sont sous les verrous. En République démocratique du Congo, pour la seule année 2020, on a établi plus ou moins 161 cas d'atteinte à la liberté d'expression avec des emprisonnements pour le fait que les journalistes ont dit des vérités, mais qui n'ont pas plu aux auteurs de l'action qui a été condamnée. Mais la guerre ne va pas s'arrêter entre nous, la lutte ne va pas s'arrêter. Nous allons toujours dire qu'il faut que nous vainquions la peur, parce que aujourd'hui, parmi les choses qui détruisent, si je peux dire, qui détruisent disons, la bonne circulation de l'information sur la pandémie ou l'épidémie, c'est la peur. Nous devons bien vaincre notre propre peur afin d'arracher notre liberté, bien que les lois ne nous donnent pas l'opportunité de bien faire notre travail. Monsieur Ignace, est-ce qu'il faille peut-être qu'en Afrique, les médias, les journalistes publient une tribune pour dénoncer cette violation de la liberté de la presse? Est-ce que ça peut être un acte positif pour avancer? Oui, évidemment. Écoutez, quand vous publiez une tribune, c'est toujours un message que vous envoyez au gouvernement et ça ne tombe pas généralement dans les oreilles de sourds. Mais moi, je pense que bien avant même d'écrire une tribune pour dénoncer les atteintes à la liberté de presse, il faut d'abord que nous, en tant que journalistes, même, nous prenions nos responsabilités. Parce que le vrai problème en Afrique, c'est que le journaliste lui-même n'est pas assez conséquent envers son travail. Et ce qui fait que parfois, des violations sont constatées, mais les gens ont tendance à légitimer ces violations, ces atteintes aux droits de presse. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord que le journaliste prenne ses responsabilités. Vous avez posé toute la question de savoir comment il faut sauver la liberté de la presse en cette période de pandémie. Et moi, j'ai envie de répondre qu'il faut d'abord que les journalistes fassent preuve de responsabilité dans tout ce qu'ils font. Vous savez, sur notre continent, il n'y a pas beaucoup de journalistes spécialisés dans les questions de la santé. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart de nos journalistes sur le continent, ce sont des journalistes soit qui sont généralistes, parce qu'on a trop de journalistes généralistes. Après, nous avons des journalistes qui sont beaucoup plus spécialisés sur les questions politiques, sur des questions environnementales. Mais les questions de la santé, il y a très peu de journalistes. En tout cas, moi, j'en connais très peu au Bénin, dans la sous-région que je maîtrise bien. Il y a très peu de journalistes spécialisés sur les questions de la santé. Et donc, vous allez constater que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les gouvernants estiment que les journalistes n'ont pas compétence pour parler des questions de santé parce qu'ils ne sont pas des spécialistes. Et donc, du coup, le gouvernement arrose le monopole de l'information sur des questions de santé. C'est vrai, aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Je remercie d'ailleurs le travail que vous faites sur votre forum parce que ça permet de découvrir en fait un nouveau type de journalisme qui travaille de plus en plus sur des questions de la santé. Et là, ça crée une révolution. Mais il y a cela quoi, 1 an, 2 ans en arrière, ce n'était pas la même tendance. Vous voyez un peu. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord que le journaliste prenne ses responsabilités.
faut que le journaliste fasse ses responsabilités et qu'il fasse un travail sérieux et concret. Parce que une chose est sûre, si vous êtes journaliste et que vous êtes brimé dans vos droits, même quelqu'un qui n'est pas de votre côté, quelqu'un qui ne vous aime pas, quand il analyse les faits, il vous donne raison. Je vous donne l'exemple qui, moi, m'a amené en prison. C'est-à-dire, quand on analyse les faits du début jusqu'à la fin, on se dit que, bon, même si on ne m'apprécie pas, même si on ne m'aime pas, même si on n'est pas mon ami, on a quand même l'honnêteté de conscience de reconnaître que, bon, ce gars-là, il a été arrêté injustement. Mais quand vous êtes journaliste, vous posez des actes et que, bon, quand on va voir dans le fond, vous-même, vous avez votre part de responsabilité, de culpabilité, ce n'est pas bien. Maintenant, c'est dommage que sur notre continent, il y a des pays où les délits de presse ne sont pas dépénalisés. C'est dommage, c'est à la limite criminelle. Ou en plein 21e siècle, il y a des pays sur le continent africain qui n'ont pas dépénalisé les délits de presse. Et ce qui est plus dommage, c'est que les pays ont dépénalisé les délits de presse, mais en même temps, des gouvernants adoptent d'autres lois pour contourner la loi comment on appelle, la loi qui régit la presse, la loi qui dépénalise les délits de presse. C'est exactement, par exemple, le cas au Bénin, où on s'est basé sur une autre loi pour m'envoyer en prison, alors que voilà, si on estimait que j'avais commis un délit de presse, il y aura plus quand même un test de loi spécifique pour traiter le cas. Et donc, du coup, s'il faut faire une tribune, justement, c'est attirer l'attention des gouvernants sur le danger, en fait, qui font courir aux journalistes et même aux États en contournant les lois qui dépénalisent les délits de presse, en brimant, en fait, la liberté d'expression et de presse, parce que dans tout pays, même dans des pays qui se veulent dictatorial, qui se veut autoritaire, les gouvernants ont toujours besoin de l'information. Eux-mêmes, ils ont besoin de l'information. Donc, le travail des journalistes, ce n'est pas toujours contre les gouvernants, non. Parfois, les journalistes donnent l'information aux gouvernants. Donc, le fait de brimer l'accès à l'information, le fait de brimer les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, ils se font eux-mêmes mal. Et d'une manière ou d'une autre, ça pourrait leur retomber là-dessus. Et je pense que s'il faut signer des tribunes, justement, c'est aller dans ce sens, conscientiser nos dirigeants, parce que la plupart du temps, nos dirigeants aiment les rapports de force, donc du coup, ils n'ont pas toujours l'ouverture d'esprit pour cerner les choses dans une mesure plus humaine et tout. Eux, ce qui les intéresse, c'est être focus sur les raisons d'État. Voilà, on utilise les raisons d'État pour poser des actes, mais au-delà de ça, on peut quand même avoir un regard plus humain et plus libéral en fait, sur des questions liées au fondement même d'un État. Merci beaucoup, cher confrère Ignace. Sur la question de la dépénalisation du délit de presse, il y a plusieurs pays africains qui ont voté cette loi-là. Il y a par exemple le Lesotho aussi, et le CPJ, d'autres organisations avaient félicité cette avancée significative. Mais le problème, c'est que l'application sur le terrain, ce n'est pas toujours effective. Monsieur Robert, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, c'est vrai que bon, ça existe sur le papier. Dans les constitutions de beaucoup de pays, la liberté de la presse est garantie parce que rappelons-nous que la liberté de la presse, c'est une valeur universelle, c'est pas régional, hein, ça nous appartient à tous. Et je peux vous dire que la Chine, par exemple, a une très bonne constitution. Et dans cette constitution, il y a pas mal de garanties pour la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais c'est l'application qui nous manque. Et c'est ça le problème en beaucoup de pays africains. C'est-à-dire que les valeurs de la liberté d'expression sont garanties dans les articles de la Constitution, mais ne sont pas mises en application. Et c'est pour cela que nous, on mène des campagnes, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour porter l'attention sur ce fait-là. Parce que sinon, la liberté de la presse, ce n'est que des mots. Hein? Si les gens sont mis derrière les barreaux parce qu'ils exercent le métier de journaliste,
C'est ça l'important. Et je voulais juste ajouter quelque chose là qui, je crois que c'est un effet important, une conséquence très, très marquée de la pandémie, c'est la précarité de la presse, surtout en Afrique, la précarité financière, la disparition de journaux partout sur le continent. Et ça, je crois, aura un effet sur notre métier et sur notre capacité de faire du reportage et de diffuser des informations. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on ne peut pas parler de droit si on n'a pas les moyens d'exercer ces droits. Et ça, c'est un problème. Et j'espère que les journalistes africains vont suivre ce problème-là, parce que je crois qu'ici, 6 mois ou 1 an, on verra un terrain tout à fait changé sur le plan journalisme en Afrique, parce que la plupart des journalistes, la plupart des journaux africains ne seront plus là. Est-ce que vous êtes un peu inquiet pour la liberté de la presse en cette année 2021 ou plutôt optimiste? Moi? Oui, c'est un, comment dire en anglais, un optimisme gardé. C'est-à-dire, je suis plus réaliste hein, qu'optimiste. C'est à nous de changer de changer les circonstances du métier. Oui, je suis optimiste dans le sens que il y a pas, pour ce qui est, par exemple, du financement des médias, il y a beaucoup de modèles, il y a des... il y a beaucoup comment dirais-je, il faut pas dépendre uniquement des revenus publicitaires, par exemple, comme qu'on a fait. Il y a la digitalisation des infos, les plateformes qui arrivent. Il y a des milliardaires qui veulent, qui veulent donner des fonds à des journaux, surtout les journaux d'investigation. Alors, il y a quand même des possibilités. Alors, pour ne pas être trop pessimiste, je crois que pour nous, c'est une occasion. Chaque crise est quand même une occasion de s'améliorer, et c'est ce que j'espère va se produire en Afrique. Auparavant, on savait qu'il y avait contre les journalistes des menaces physiques, mais aujourd'hui, il y a des menaces invisibles, comme par exemple les logiciels espions qui traquent les journalistes. Est-ce que vous pouvez donner des conseils à ces journalistes-là qui nous suivent en ce moment, des conseils pour leur permettre de pouvoir travailler en toute sécurité et sans crainte? J'hésite de donner des conseils, mais ce que je peux fournir aux confrères et aux consoeurs, c'est des informations. Je peux vous dire où vous pouvez trouver les ressources et les informations pour vous protéger. Sur le site web de CPJ, par exemple, cpj.org, ou chez nos partenaires RSF, il y a pas mal d'informations là, comment sécuriser vos appareils, les préparatifs qu'il faut pour aller, que ce soit physiquement ou digitalement, travailler. Là, je vous conseille de faire ça. Il y a des choses très, très simples qu'on peut faire pour sécuriser ces informations. Et ce qui me surprend, c'est l'ignorance dans notre profession des gens qui savent très peu quand il s'agit de la sécurité numérique. Alors, je vous conseille de consulter les sites de tous ces ONG, CPJ, RSF et les autres. Il y a pas mal de moyens là, qui sont disponibles en plusieurs langues. Et c'est la première chose qu'on devrait faire. Parce que
notre sécurité en tant que reporter, c'est à nous. Hein. On ne dépend pas d'autrui. Il faut que nous, on prenne les dispositifs et les préparations pour nous sécuriser, parce que sinon, on court des dangers. Et comme j'ai déjà dit 2 fois, on met en danger aussi nos sources, nos contacts, ceux qui nous fournissent des informations. Et nous avons une responsabilité morale, je crois, de faire tout, de faire tout pour les protéger. Alors, Monsieur Touvert, vous venez d'écouter le directeur agent de CPJ. Il dit notre sécurité, à nous en tant que journalistes, c'est notre responsabilité. Nous avons une responsabilité morale. Est-ce que, en dehors de ces conseils-là, vous avez d'autres choses à ajouter à ces confrères qui nous suivent aujourd'hui et qui ont besoin des ressources pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire? La première des choses, c'est que la sécurité du journaliste dépend d'abord de lui-même. C'est les conseils globaux qu'on nous donne et que nous donnons à nos collègues, mais aussi de mon expérience depuis des années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'estime que la première possibilité de nous sécuriser de manière à plus ou moins 70%, c'est aussi le respect de notre code d'honneur. Chaque métier a son code d'éthique et de déontologie. Si un journaliste respecte le code d'éthique et de déontologie de son métier, il est sécurisé à plus ou moins 90%. Les 20% peuvent être de la malchance, d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, mais aussi connaître ces principes fondateurs de la presse nous sécurise davantage. En période de pandémie, nous avons certaines choses que nous devons vraiment apprendre parmi les recommandations que je peux faire de ces forums. C'est que nos maisons de presse, nos médias devront nous former davantage sur les mécanismes d'autoprotection. Est-ce qu'au niveau de nos media house, nous avons des mécanismes de protection individuelle qui sont vulgarisés? Est-ce que nous avons des mécanismes de protection collective qui sont également vulgarisés? C'est tout cela qui doit être mis en marche pour que nous puissions finalement savoir être utile à la société sans être un danger pour la société. Ça veut dire que nous protéger en amont reste un devoir de chaque journaliste, et puis protéger les autres. Ça va venir dans la société globale et nous serons toujours vainqueurs. Spécialement, j'insiste sur un fait, le respect, l'application des codes d'honneur, des codes d'éthique et de la déontologie reste parmi les grands outils qui nous sécurisent pour bien mener notre travail, quelles que soient les circonstances. En matière de conseils sur la sécurité numérique, M. Joël Nianzou, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Monsieur Joël Nianzou, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Mais écoutez, je veux rebondir d'abord sur l'une des interventions qui reste pour moi fondamentale, c'est la question de la responsabilité du journaliste. C'est très clair. Nous, en Côte d'Ivoire, on a établi, l'OLPED a établi un code de déontologie qui précise bien les devoirs et les droits des journalistes. Et parmi les devoirs qui doit amener le journaliste justement de pouvoir exercer qualitativement son travail, la question de la responsabilité se pose véritablement. Et donc, si le journaliste est conscient de sa part de responsabilité dans les actes qu'il peut poser, qui peuvent avoir un impact à la fois positif ou négatif sur la population, il va sans dire qu'il a un rôle véritable à avoir joué. Notamment, la question qui nous réunit aussi, la question de la sensibilisation sur la pandémie, la question de l'information sur la pandémie. Pour revenir à votre question sur des conseils qu'on peut donner sûrement à ce niveau, vous savez, la presse numérique reste le secteur le plus dynamique en termes d'information, mais qui a le plus été utilisé pour la propagande, justement, que ce soit l'information bonne ou fausse. D'où, au niveau de la plateforme de la presse numérique, dès le début dès l'avènement justement de la pandémie, on a mené des actions de sensibilisation en 2 étapes. Une action d'abord contre les fake news, à travers une commission de fact-checking qu'on a mis en place au niveau de la PNCI pour pouvoir sensibiliser. Et ça, on s'est rendu compte que cette sensibilisation, justement, a eu la participation de plusieurs personnalités, plusieurs journalistes d'autres pays. Et à travers le monde, donc, ça a fait vraiment du bien.
Mais en même temps, la seconde étape, on a eu la sensibilisation sur, justement, la sensibilisation sur les gestes barrières, justement, le respect des gestes barrières. Pour nous, c'est que le conseil qu'on peut donner au niveau du numérique, c'est de véritablement épouser, vraiment épouser, comme le dit le code de déontologie, les faits. Tels que les faits sont faits, sont présentés, le juge doit présenter les faits tels que les faits sont. Ensuite, il doit se baser sur une source qui est fiable. Si l'information sur la source est fiable et que l'information est véridique, bien sûr, il est en même de pouvoir partager cette information. J'invite véritablement les acteurs du secteur à pouvoir justement s'approprier véritablement la véracité des faits. Parce que leurs médias qui sont en ligne travaillent de façon instantanée pour certains, ont un impact direct sur les populations qui sont généralement connectées. Et vous avez vu aussi pendant cette période des informations qui venaient de l'extérieur, qui étaient reprises par les médias africains en ligne. Ces médias, ces informations qui n'étaient pas forcément vraies. On a vu aussi des vidéos qui ont été faites, qui ont été partagées même sur les réseaux sociaux par certains journalistes. À plus forte raison. Donc pour nous, il est important qu'en tant que journaliste, on prenne conscience d'abord de notre part de responsabilité, mais surtout qu'on épouse définitivement la véracité des faits en respectant les faits. Parce que chez nous, les journalistes, on le dit, les faits restent sacrés. Merci beaucoup, cher confrère Ignace. C'est à vous la parole et c'est la même question, les conseils pour les confrères qui nous suivent. D'abord, je tiens à dire qu'en matière numérique, il n'y a pas de vie privée. En fait, de plus en plus, je le dis parce que aujourd'hui, vous savez, il y a eu de la technologie. Il y a eu une technologie qui a été développée pour contourner en fait les piratages et tout. Et aujourd'hui, il y a une contre-technologie pour contourner les anciennes technologies de contre-espionnage et tout. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire aux confrères journalistes avec lesquels je travaille sur des questions d'investigation, il y a de plus en plus, il n'y a plus de vie privée sur Internet. Et donc, tout ce qu'on fait sur Internet, faites-le en toute conscience. Faites-le en toute conscience et soyez prêts à assumer les responsabilités du début jusqu'à la fin. Parce que, écoutez, aujourd'hui, on va vous dire, telle application va vous permettre de sécuriser votre vie privée et demain, vous apprenez qu'il y a une autre application qui peut contourner, en fait, cette application et tout. Donc, du coup, tout à l'heure, M. Robert, dans son intervention, nous a dit des technologies qui sont développées par les Israélites qui sont vendues aux gouvernants pour espionner les journalistes et tout. Donc, du coup, on doit avoir conscience de toute cette réalité, savoir qu'il n'y a pas de vie privée sur Internet. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vie privée sur Internet. Et on doit prendre conscience de cette réalité. Et tout ce que nous faisons sur Internet, on le fait en toute responsabilité, en toute conscience. Pour que demain, ça n'arrive pas pour dire, bon, voilà, on a été naïf et tout. Non, le journaliste ne doit pas se laisser surprendre, en fait, par cette évolution de la technologie. Les choses évoluent très vite en matière de technologie. Les choses évoluent très, 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 très vite. Donc, c'est vrai, au-delà de ce constat général, maintenant, il y a des règles, il y a des règles basiques qu'il faut respecter. Si, par exemple, vous travaillez sur des enquêtes, ce que moi, j'ai l'habitude de faire, c'est de travailler en binôme avec quelqu'un. Même si la personne ne travaille pas forcément avec vous sur un sujet, mais vous travaillez en binôme avec lui. Donc, vous pouvez avoir, comment on appelle, un système, un code personnel à vous deux de communication pour qu'au cas où quelque chose vous arrive, il puisse continuer de travailler. Et ça, il faut le faire vraiment sur des sujets assez sensibles. Parce que quand vous travaillez sur un sujet sensible, ouais, vous pouvez, on ne sait jamais ce qui va arriver, vous pouvez laisser votre peau. Et donc, du coup, il faut prendre ces mesures. Maintenant, comme code de communication entre un binôme de journalistes d'investigation, il y a par exemple les mails communs. Donc, c'est un mail qui est créé, donc les deux connaissent les mots de passe. Le mail n'envoie pas, il n'y a pas de mail qui sort, donc il n'y a pas de message qui sort de ce compte. Donc, les deux peuvent se connecter au compte, laisser des messages en brouillon pour que l'autre puisse voir et lire. Donc, voilà, il y a ces techniques-là qui sont utilisées. En matière de messagerie instantanée, bon, de plus en plus aujourd'hui, on utilise Signal et puis on utilise Telegram. Mais toujours est-il qu'il faut toujours prendre le soin de définir comment on appelle des systèmes d'autodestruction, enfin, l'autodestruction des messages pour que, au cas où vous serez contraint, par exemple, de déverrouiller votre téléphone, qu'on n'ait pas accès à vos données.
Moi, je me rappelle que quand j'ai été arrêté, la première chose que la police a fait, c'est de m'arracher mon téléphone. Et après, on m'a contraint à le déverrouiller pour qu'il puisse fouiller dedans pour voir à qui j'ai écrit, à qui j'ai appelé, etc. Donc, du coup, il y a de ces, si vous travaillez sur des sujets sensibles, donc ayez ce système-là de taux d'expression des messages pour qu'au cas où on sera contraint, on va vous contraindre de déverrouiller votre téléphone quand vous serez arrêté ou quand vous aurez un problème, qu'on n'ait pas accès au contenu de vos conversations. En matière de mail aussi, il y a aussi qu'on appelle les systèmes de cryptage des clés PGP, qui est aussi très utilisé. Mais toujours est-il que là, ce sont toujours des mesures des mesures accessoires qui n'excluent pas en fait le risque que vous soyez piraté sur le numérique. Merci beaucoup, chers confrères. Nous sommes à la fin de ce webinaire et ma dernière question, M. Robert, c'est de savoir si les réseaux sociaux, WhatsApp, constituent aussi un danger pour les journalistes. Vous pouvez répéter la question? La question, c'est de savoir, comme nous venons d'entendre le confrère Ignace le dire, est-ce que, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, ou en particulier WhatsApp, peut être une menace pour les journalistes? L'utilisation des applications de messagerie ne sont pas un danger en tant que tel, mais il faut être conscient du fait que vous pouvez verrouiller vos appareils par un code d'accès ou un mot de passe, mais les autorités, tant que je sache, peuvent toujours déverrouiller ces mêmes applications. Alors, il n'y a pas de sécurité totale. Alors, il faut faire gaffe à ce que vous envoyez par ces applications de messagerie instantanée ou autres. Et il ne faut pas garder des informations très sensibles sur les appareils, sur les dispositifs. Parce que, comme disait tout à l'heure le confrère, si vous passez une frontière, si vous êtes arrêté par la police, les autorités peuvent vous priver de vos appareils et ils peuvent tout décrypter dans un instant. Alors, il n'y a pas d'application hyper sécuritaire. Je conseille aux journalistes de se servir des messageries comme Signal ou WhatsApp, mais sachez que ce n'est pas totalement sécuritaire. Il y a toujours un moyen de décrypter et de déverrouiller. D'accord. Est-ce que, M. Robert, nous sommes à la fin, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est la fin ou c'est bon? Moi, je peux peut-être dire que oui, je remercie les panélistes avec qui nous étions dans ces forums. J'espère que les collègues qui nous ont suivis ont aussi bénéficié, bien sûr comme moi, des expériences aussi riches de tous les collègues qui étaient dans ces panels, avec l'espoir que plus nous protégeons, plus nous allons protéger nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs et même nos médias. Et donc, bravo la peur, nous allons vaincre la pandémie et elle sera loin de nous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, nos chers panélistes. Merci beaucoup, M. Robert, pour votre temps. C'est un vrai plaisir, c'est un honneur de vous avoir. Merci également au confrère Ignace pour votre disponibilité, à M. Joël Nianzou, à Toubert Oundi. C'est un plaisir pour moi, c'est un gros honneur. Je vous remercie encore une fois sincèrement pour ces moments de partage et surtout pour la qualité des échanges. Nous avons parlé de la liberté de la presse. C'est un bien précieux, c'est un bien public, c'est un droit et c'est nécessaire que cette liberté-là soit respectée partout dans le monde. Pour les confrères qui nous ont suivis, nous avons envoyé dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans un petit sondage pour savoir si ce webinaire a été riche pour vous, si vos attentes ont été comblées, si c'est un webinaire qui vous a satisfait. Alors, c'est un sondage qui vous prendra 30 secondes, mais il nous permet de pouvoir améliorer nos prochaines thématiques, nos prochaines offres, puisque ça fait 10 mois que nous organisons chaque semaine des webinaires pour aider les journalistes, pour leur permettre de bien couvrir cette crise sanitaire. Et pour les journalistes aussi qui nous suivent et qui n'ont pas encore rejoint notre forum, c'est l'occasion de le faire. C'est un forum qui est sur Facebook, c'est un groupe privé qui ne réunit que des journalistes et puis ensuite des experts de la santé de renommée mondiale. Merci à vous et bonne fin d'après-midi à tous et au revoir. Merci encore. Merci à vous. Au revoir.